entendu, le problème est très important. Les villes, le Maroc a un patrimoine urbain très important. C'est très rare qu'on ait un pays de la taille de notre pays, etc., qui ait un patrimoine aussi extraordinaire, un patrimoine de ville. Alors je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Il y a d'autres pays qui ont certains patrimoines. Par exemple, dans le Rajasthan, dans le nord de l'Inde, j'ai vu des villes qui sont indo-islamiques et qui sont très bien conservées, dont la tradition est conservée avec des changements, etc. Il y a sans doute d'autres, mais le Maroc est exceptionnel pour des raisons que je ne vais pas détailler, par le fait d'avoir gardé ça. Une immense partie de son patrimoine ancien. C'est une chose très très précieuse, très puissante, sur laquelle on devra veiller. Maintenant, il y a énormément d'autres aspects dont on pourrait parler. Et bien entendu, d'autres ont parlé de ces choses-là. Et moi, j'ai choisi de vous parler, de vous entretenir d'une question qui paraît une question de détail, mais en fait qui ne l'est pas, qui est celle des couleurs de nos villes. Alors, pour moi, qui est maintenant âgé, qui a vécu un peu sous le protectorat, mais aussi le gros de ma vie sous l'indépendance, depuis l'indépendance du pays. Et je vois des changements, je vois beaucoup de changements positifs, mais je suis préoccupé en particulier par l'aspect qu'on voit, l'aspect visuel de nos villes. Et bien entendu, de ce point de vue-là, la couleur est essentielle. Il y a les formes, il y a le bâti, ses formes, ses modulations, ses modes, etc. Mais la couleur, bien sûr, ne peut pas être séparée de tout ça, mais on peut en traiter par commodité, comme je voudrais le faire pour attirer l'attention sur une évolution qui me paraît devoir être discutée, au moins. Devoir être discutée, débattue, devrait préoccuper les gens, en particulier les décideurs. Alors, cet aspect, c'est la couleur des villes, comme j'ai dit. En 2 mots, de l'indépendance à maintenant, il y a une évolution des couleurs assez puissante, très importante. Alors je voudrais dire d'abord que je ne suis pas un passéiste, que je suis conservateur dans un sens précis. Je ne suis pas conservateur pour les styles d'éducation, pour les relations humaines, les relations de classe, les relations... Vous connaissez mes positions. Mais par exemple, pour le couscous, je suis conservateur. Parce que, par exemple, parce que c'est une création. Ça a été une création nord-africaine, maghrébine et marocaine en particulier, avec ses diversités. Là, je préfère réfléchir à 2 fois avant de changer. Et bien entendu, je préfère inventer d'autres formules, tout en essayant de garder celles que j'ai héritées du passé. C'est pareil pour la couleur.
En gros, le pays avait une diversité de couleurs importante et massive. Par exemple, je connais bien le pays, j'ai travaillé dans les oasis du sud, j'ai travaillé dans l'oriental, dans le Rif, dans le Rad, dans le Haut-Atlas, et j'ai beaucoup voyagé dans le pays depuis toujours. Du sud de l'Atlas, autrefois, dans les années 60, 70, on passait de la couleur terre ou pierre, parce que les bâtis étaient dans le matériau de la région. Bien, avec d'autres couleurs. Le blanc en particulier pour les fenêtres, etc. Ce n'était les maçons et les gens avaient donc une tradition très très belle pour les formes et aussi ils savaient ces choses-là. Quand on traversait l'Atlas, c'était une autre affaire. C'était la terre, mais aussi la pierre, et la pierre dans différentes couleurs. La couleur de la pierre, de la carrière, d'en tirer la pierre. Entre le gris, le rose du Tishka, le presque noir de certains schistes ou simili-schistes, etc. Donc les couleurs, c'est bien. On est arrivé à Marrakech et c'était le règne du rouge et du rouge orangé. Pas du rouge de n'importe quelle nuance. Bon, sous le protectorat par exemple, les services municipaux contrôlaient cette couleur. Et bien entendu, il y a les palmiers, il y a le vert, ce rouge orangé, etc. C'est proprement magnifique. C'est une grande métropole, comme ça. Et les gens parlaient de Marrakech la rouge, Marrakech al-Hamra. Et ils l'appelaient le Behja. Alors, je vous laisse traduire le Behja, c'est-à-dire le ravissement. Enfin, en gros, le Behja. Le Behja, c'est un mot, l'ibtihaj, ça vient de l'ibtihaj, etc., qui est être mis en joie par quelque chose, que j'ai traduit par ravissement, qui est peut-être un mot plus fort et encore. Donc voilà. Si on tournait vers l'est, vers le Qal'ab, Nimlal, Darul Zidouh, ben c'était le jaune citron. Ce jaune citron, je ne sais pas s'il était traditionnel ou s'il a été institué par le protectorat, mais en tout cas, c'était quelque chose de très original. Parce qu'avec le soleil, il prenait de la patine. Il devenait comme la peinture à l'eau. Il devenait très doux, etc. Bni Mellal, pareil. Darul Zidouh, pareil, pour ce que j'avais visité à l'époque. Bien. Vous passez Ben Guerir, vous arrivez à ce stade et c'est le blanc. Mais c'est le blanc avec une certaine couleur pour le bois. Chibi, un certain vert bleuté. Je ne, bien entendu, si vous avez un autre mot, je veux bien. Bien. C'est un bleu ciel. Ce n'est pas vraiment bleu ciel. En tout cas, c'est un bois, ça continue. Il est là. Bien. Si maintenant vous prenez la côte, c'est le blanc. C'est le blanc avec ses nuances. Jusqu'à Tanger. Ouazen était blanc et il y a beaucoup de blanc encore. Ce qu'il y a, c'est que les blancs ne reflètent pas la lumière de la même manière selon les endroits.
Par exemple, le blanc avec la lumière des Essaouira, c'est assez spécial. Il y a des reflets bleutés, mais qui ne sont pas... Il y a des reflets... Et puis, il y a des gens qui expliquent ça par le fait que la ville est avancée dans une presqu'île et qu'il y a beaucoup de dépôts de sel par le fait du climat sur les murs et que ça donne, évidemment, tous ces éléments sont liés. C'est lié à la localisation, à la lumière, etc. Mais je ne vais pas aller dans le détail. Safi, c'est blanc. Azmo, c'était blanc avec le bleu pour le bois. Et en général, beaucoup de ces villes avaient un blanc-bleu. Le blanc pour les murs, le bleu pour les bois, les portes, les fenêtres, etc. Bon, maintenant, vous continuez, vous allez un peu à droite vers les Jvala, et c'est un blanc bleuté, mais c'est fait exprès, c'est une matière. Et Chaoun était comme ça. Ce blanc bleuté avec des... Bien. Alors, je ne vais pas continuer parce que ça veut dire... C'est une diversité incroyable. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, on passe dans plusieurs... par région, par des couleurs différentes pour les murs, pour le bâti, et des couleurs pour les bois, c'est-à-dire les portes et les fenêtres qui varient aussi. Salé, c'était blanc, avec le bleu assez qui contient un peu de fer, le bleu un peu sombre. Ça existe encore, je veux dire. Rabat, c'était le blanc, et je me souviens, et le vert pour la Médina. Et je ne vais pas continuer, je vais dire tout ça. Casa était entièrement blanc. Oui, c'est Casablanca. Oui, et c'est Casablanca, d'Albeda. Mais qu'est-ce que s'est passé, M. Hamoud? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je constate, c'est que le rouge de Marrakech peut contrôler, dans des variations assez inouïes, des fois assez sombres, des fois plus ouverts, sont en train de conquérir le pays. Alors, je suis de la région de Marrakech, et Marrakech est ma ville où j'ai été. C'est ma ville, je suis de Khalat Sarna, et c'est notre capitale. Donc, je ne suis pas en train c'est superbe, c'est magnifique, mais si son rouge conquiert tout le pays, tout le pays exagère, conquiert de plus en plus d'espace urbain, On va perdre cette diversité historique. On va perdre. D'abord, Marrakech va perdre son caractère unique qui est ce rouge-orangé. Et s'il y a quelque chose qu'il faudrait réfléchir et préserver, c'est bien le caractère unique de cette ville, par exemple. Les gens viennent parce que... Et de l'autre côté, Marrakech perdrait son caractère unique, et en même temps, les autres villes risquent de perdre leur diversité en couleurs. Vous imaginez, c'est énorme c'est énorme comme question. Je voulais la soulever. Peut-être dans l'espoir que les décideurs, les artistes, les intellectuels, les gens du peuple, les gens qui sont motivés par ce genre de choses, ce genre de problèmes, puissent simplement y réfléchir et peut-être trouver le moyen, comment dire, d'une politique de la couleur, comme on dit, une politique urbaine. Les organes municipaux sont là pour ça. Les artistes peuvent, bien entendu, réfléchir au mélange, proposer,
Et bien sûr, les ingénieurs, les architectes, les décideurs, en consultation avec les gens, etc., peuvent, n'est-ce pas, établir, sans forcer les gens, établir une couleur souhaitable qui puisse plaire aux gens et qui puisse répondre. Pourquoi? Ben, ce n'est pas seulement plaire, c'est aussi les couleurs sur lesquelles les enfants ouvrent les yeux quand ils grandissent. C'est très puissant, je veux dire. Pourquoi donc ce choix devrait être individuel? Jusqu'à une certaine date, alors, je répète, je ne suis pas passéiste. Il y a un conseil municipal, il y avait des conseils municipaux, des organes municipaux, des architectes, c'est organisé le pays. Et il y a bien sûr les gens, les représentants de la population, et ça peut se discuter. Et les représentants de la population peuvent très bien s'expliquer avec les individus pour dire on respecte les goûts individuels, mais il y a quelque chose de l'ordre de la communauté. Communauté, alors, s'il y a une communauté qui est convaincue en majorité d'une certaine esthétique d'une ville, ils peuvent très bien s'expliquer avec les individus. Et donc, je comprends très bien. Tu as choisi, par exemple, d'acheter une Jaguar, c'est ton droit. La Jaguar, elle a 300 à l'heure dans le compteur, mais j'imagine que la communauté peut te convaincre de rouler à 120 ou à 60 dans la ville, avec des raisons rationnelles. Je veux dire qu'il y ait, par exemple, ici, écoutez, si par exemple nous promenons dans le pays et qu'il y a une couleur ou deux couleurs qui vont dominer tout, alors ce n'est pas vrai. Alors ça veut dire quoi? On vient découvrir quoi? On vient découvrir quoi? Alors je ne prêche pas l'uniformité non plus, parce que je pense la diversité, les différences, les nuances entre les villes dans la même couleur, ou dans des couleurs voisines, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis frappé par le fait que à Casablanca, ou ailleurs, ou à Rabat, il y a des gens qui construisent des maisons superbes, très grandes, très chères, etc., mais qui les peignent en blanc. Ils sont encore imprégnés de la couleur de la ville. Et ça ne leur vient pas à l'idée de les peindre en rouge. Le phénomène du rouge est un phénomène récent. Alors, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour aller imposer manu militare la couleur à la dame ou au monsieur qui se construit une maison, etc. Mais c'est simplement, nous avons tous des valeurs, mais les valeurs peuvent se discuter. Excuse-moi, je voudrais juste terminer ça. Je vais dire que si le pays s'appauvrit en termes de couleurs, le langage visuel des enfants s'appauvrit. C'est mon hypothèse, mon idée. Et donc c'est plutôt, j'ouvre la discussion. Je m'excuse je voudrais simplement ouvrir la discussion là-dessus et qu'on commence à penser que c'est probablement un problème important. Il n'y a pas que celui-là. Il y a les infrastructures, il y a le développement des villes, il y a les réalisations pour l'avenir, il y a des réalisations très importantes et très positives dans nos villes.
avec les plans des gouvernements successifs, les décisions du souverain, par exemple, pour comme Marrakech, ville, Rabat, ville lumière, il y a un budget très important, il y a des réalisations très, très, très puissantes là-dedans. Simplement, je voudrais ouvrir la question de la couleur, qui, je pense, est un problème important, parce qu'il y a quelque chose qui imprègne, qui imprègne le milieu, parmi lesquels c'est les couleurs. On n'y pense pas, mais les gens ne pensent pas qu'ils se promènent dans le vert, dans le bleu, dans le rouge, bien sûr, etc. Il suffit juste de penser à Rabat, hein, verte, blanche, bleue pour l'océan, ou bleu-vert. Nous nous promenons dans la couleur sans se rendre compte, quelquefois. Et donc c'est un élément de la vie qui est très puissant. Absolument, l'identité, je viens d'insister sur le fait que c'est pas mon idée, n'est pas de fixer de force les villes ou qui que ce soit dans une identité comme le rouge mais comme n'est pas de fixer, mais pour l'instant, par exemple, Marrakech est connu pour le rouge. Si Chaoun est connu pour certaines couleurs, entre parenthèses, c'est bleu et blanc. Donc il y a le blanc qui est resté, c'est le plus gros de la ville, je crois, est encore blanc, surtout la ville moderne, la ville, mais autour dans la Médina, etc., c'est blanc et bleu. On est bien d'accord. Le bleu a évolué, mais le langage est resté, la gamme des mots, si l'on peut dire, le langage est resté entre le blanc et le bleu. Je n'ai pas d'objection à ce que le bleu évolue. Mais allez projeter le blanc et le bleu à Bni Mellel, vous verrez ce que ça donnera. Chaoun ne doit pas être gelé dans une identité. Les gens, y compris les pouvoirs publics, etc., le ministère, ont contribué à une évolution. Cette évolution est assez heureuse. Mais les deux éléments importants du langage, c'était le blanc et le bleu. Ils sont là. Voilà ma réponse. Donc il n'y a pas de fixation. Je suis bien placé, je suis anthropologue. Il n'y a pas de, puisque c'est en plus un anthropologue qui écrit beaucoup pour l'évolution, etc. Donc j'ai écrit sur l'identité en arabe, avec une nuance, c'est que les identités sont flexibles, comme certains prétendent, mais cette flexibilité, des fois, trouve des limites. Et des limites qu'il faut simplement constater. Des fois, les identités se creusent, changent à partir d'elles-mêmes ou à partir de certains éléments de valeur. Je suis pour ça. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.